Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. La voie est libre toujours dans le débat des élections présidentielles. Le premier tour aura lieu, je vous le rappelle, dans 43 jours. Et avec nous aujourd'hui pour débattre, nous avons réuni Karine Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la patronne des socialistes pour le département des Hautes-Alpes et vous serez candidate aux élections législatives au mois de juin du côté de Gap. Exactement. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre Girand, bonjour. Vous êtes député UMP de la 3e circonscription du département du Var et vous serez également candidat au mois de juin à ces mêmes élections et vous aurez face à vous Bruno Gollnisch qui sera candidat dans cette circonscription pour le Front National. Vous êtes député européen et vous êtes également conseiller régional pour la région Rhône-Alpes. Oui, mais j'espère ne plus l'être si la 3e circonscription. C'est un parachutage ou pas? Comment? C'est un parachutage. Mais j'ai fait déjà beaucoup de sauts, parce que ça fait 52 ans que je viens tous les ans à Hyères et pas seulement pendant les vacances. Jean-Louis Benamias, vice-président du MoDem. Oui, bonjour. Député européen, bonjour. Oui. Mais il y a 3 personnes qui sont candidates déclarées aux élections législatives. Vous le serez ou pas, candidat? Moi, je m'occupe des élections présidentielles. Non, mais je de faire élire François Bayrou. Eh bien, on verra. Oui, il y aura des candidatures MoDem, Mouvement démocrate, ou de soutien à François Bayrou aux législatives. Moi, je serai soit candidat dans les Bouches-du-Rhône, soit dans la Drôme. Prise de température, Karine Berger, dernier sondage IFOP, 29% au premier tour pour François Hollande. C'est plié? Non, rien n'est plié. Heureusement d'ailleurs que en démocratie, rien n'est plié jusqu'au dernier jour. En revanche, c'est vrai que sur le terrain, en tout cas dans les Hautes-Alpes, on a un accueil remarquable des propositions de François Hollande. Les gens sont intéressés par les propositions, par le fond, et ça fait quand même une grosse différence dans les contacts avec les citoyens. Même question, Jean-Pierre Girand, 27%, même sondage pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça risque d'être compliqué quand même Écoutez, ce sera compliqué pour tous les candidats. C'est une compétition qui ne s'achèvera que le 6 mai. Mais je crois que Nicolas Sarkozy aujourd'hui passe véritablement la cohérence générale du projet et j'espère que c'est sur ces sujets-là et sur la capacité à gérer le pays que la décision se fera. Dans un instant, nous allons vous interroger sur 2 thèmes, le pouvoir d'achat et l'éducation. Xavier Colombier est également avec nous, responsable du site internet de France 3 Provence-Alpes. Oui, donc rendez-vous sur notre site http://provence-alpes.france3.fr pour vous, téléspectateurs, pour que vous puissiez réagir, poser des questions, intervenir tout à l'heure dans le débat à partir de midi où je relayerai vos questions. Et si vous n'êtes pas satisfait, si certaines questions restent sans réponse, eh bien, à vous d'intervenir, à vous de vérifier ce qui est dit sur ce plateau, faire du fact-checking, comme on dit. Et on est à votre écoute et je relaie tout ça à partir de midi après le flash. Merci Xavier, à tout à l'heure. Première question, elle vous est posée par un retraité. Elle concerne donc le pouvoir d'achat, mais ce retraité s'inquiète pour les jeunes. Écoutons-le. Alors moi, je m'inquiète surtout pour les jeunes. Comment pensez-vous pouvoir les aider ? Notamment à s'équiper, parce qu'il faut un logement quand on est jeune, il faut pouvoir travailler, il faut investir dans un véhicule, et souvent il faut tout acheter, le mobilier, l'électroménager, et faire face à tout cela, je ne sais pas, mais il faut que les élus fassent quelque chose pour le pouvoir d'achat des jeunes notamment. Alors concernés par le pouvoir d'achat, effectivement, les jeunes, Karine Berger, juste pour préciser ce que dit le monsieur, quand on regarde l'augmentation des dépenses contraintes, on s'aperçoit qu'à peu près tout a augmenté, l'augmentation de l'alimentation, l'augmentation du gaz, du mazout, de l'essence. Comment est-ce qu'on peut prendre la main pour éviter qu'il y ait une telle inflation sur ces produits de première nécessité? Déjà, la première inflation, en tout cas pour notre région, c'est la question du logement, comme l'a très bien dit ce monsieur sur les jeunes. La PACA est 13e région sur 20 pour les revenus fiscaux, première région sur 20 pour le prix au mètre carré. Notre logement est inaccessible pour des jeunes travailleurs, pour des jeunes actifs, encore pire pour des jeunes qui cherchent du travail. Donc, il faut d'abord maîtriser le prix du logement et en termes de pouvoir d'achat, notre proposition est simple. Dans toutes les zones où il y a une forte pression sur les loyers liés notamment à des pressions touristiques, nous on propose de limiter les loyers, de reprendre la main sur l'évolution des loyers, de bloquer le dérapage des loyers. C'est la seule solution pour que les jeunes de notre région et notamment de mon département puissent trouver un endroit pour loger, y compris quand ils travaillent. Jean-Pierre Girand, l'éventualité de construire 30% de logements en plus, qui est une idée qui a été proposée par Nicolas Sarkozy, est-ce que ça peut régler ce type de considération? Je ne crois pas qu'une seule mesure... Parce que là, il n'est pas question de prix, il est juste question de construire plus. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur le prix du logement? Il y a une relation directe
fait entre l'offre de logement et le prix. C'est parce qu'il y a une rareté que le prix est aussi élevé. Je crois qu'il y a quelques modalités à mettre en œuvre. Par exemple, les aider dans la caution exagérée qui est parfois demandée pour leur permettre l'accès, faire des logements pour actifs. Et je crois que les municipalités, certaines l'ont fait, à Saint-Raphaël par exemple, se sont engagées pour faire don, ou en tous les cas donner un foncier à des prix mesurés pour que le prix des loyers et des logements soit diminué. Mais je crois que la priorité des priorités, c'est la formation et l'emploi. Le premier des revenus, le premier des pouvoirs d'achat, c'est pouvoir travailler. Et quand on voit la difficulté, le niveau du taux de chômage pour les jeunes, je crois que c'est ça qui doit être la priorité, par la formation, par l'apprentissage et par une priorité donnée à des voies professionnelles. Bruno Gollnisch, sur le logement. Sur le logement, le blocage des loyers n'arrangera rien, contrairement à ce que dit Mme Berger. Et il faut évidemment construire. Et il est regrettable que l'UMP découvre cela seulement en fin de mandature, en quelque sorte. Il faut construire pour augmenter l'offre de logement. Il faut aussi, et c'est vrai, que les jeunes aient un emploi, parce que c'est la première des ressources, c'est la première des dignités. Et pour cela, il faut réindustrialiser notre pays, arrêter la fuite dramatique des emplois par le biais des délocalisations, d'une concurrence abusive. C'est la raison pour laquelle il faut une protection raisonnable de la préférence nationale par rapport aux logements sociaux, ça c'est clairement écrit dans votre programme. Vous pensez que ça peut régler ce type de problème? Oui. Quand vous pensez qu'un maire centriste d'ailleurs, à Pierre-Latte par exemple, s'est retrouvé en correctionnel parce qu'il a dit on a donné beaucoup de tous les logements sociaux de la commune à des Algériens, des Marocains, il faudrait peut-être que là, sur ce dossier, on choisisse plutôt un Français. Il s'est retrouvé en correctionnel, n'est-ce pas? Monsieur Mouton, président, je vous donne la référence, du Conseil général de la Drôme et maire de Pierre-Latte. C'est tout à fait scandaleux. Il est assez naturel que les Français soient prioritaires chez eux, comme les étrangers le sont dans leur propre pays. Et nous sommes les seuls à le dire. Oui, l'extension du RSA à tous les jeunes adultes, Jean-Luc Benamias, pour une meilleure insertion et pour un retour à l'emploi. Ça, c'est une des idées proposées par le MoDem. Donc, c'est une dépense supplémentaire. Est-ce que vous me permettrez, Monsieur Bézère, de redémarrer comme vous avez démarré l'émission? Mais je vous en prie. Vous donnez les résultats d'un sondage. J'aimerais bien que vous répondiez aussi à ma question. Mais je vais y répondre. Et vous donnez 2 résultats de sondage. Et puis, c'est pas le second tour encore, on est dans le premier tour. Bah oui, mais très bien. Donc vous posez la question. Absolument pas. Vous posez la question à ceux. Mais non, je prends ça très tranquillement. Mais toute la campagne se déroule comme ça depuis le départ. 11,5. Oui, très bien. Pour Monsieur Bayrou. Voilà. Il y a d'autres candidats et d'autres candidates dans cette élection. Nous sommes au premier tour. Nous ne sommes pas encore au second tour. Donc le jeu n'est pas fait. Pour le RSA, bien sûr qu'il faut l'élargir. Voilà. Bien sûr qu'il faut améliorer totalement les performances après d'accès à l'emploi. C'est-à-dire que le RSA ressemble comme 2 gouttes d'eau, malheureusement, au RM, au revenu minimum, où on avait oublié, le revenu minimum d'insertion. L'insertion n'était pas encore mise en place. Donc il faut améliorer tout cela. Pour le reste, dans les propositions de François Bayrou, il y en a une qui est assez simple, qu'il avait déjà fait en 2007, qu'il a évidemment réduite en fonction de la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est premier emploi sans charge dans toutes les entreprises, et notamment, essentiellement, chez les artisans et les PME. Oui, alors sur le pouvoir d'achat, il y a la défiscalisation aussi des heures supplémentaires. Hein. Nicolas Sarkozy propose effectivement de reproduire ce schéma. Le Parti socialiste dit non, il faut arrêter ça parce que ça va profiter qu'à un petit nombre. Vous pensez qu'effectivement, en arrêtant ça, on ne va pas gréver le pouvoir d'achat des gens qui en ont profité et qui continuent aujourd'hui à en profiter? L'UMP veut nous faire le coup tous les 5 ans pendant combien de siècles? Il y a 5 ans, on nous a expliqué il n'y a pas de problème pour régler le pouvoir d'achat, il suffit de travailler plus pour gagner plus. La conséquence, monsieur le député, mais ça vous devez être au courant, c'est que dans notre région, un emploi sur 2 qui a été détruit en 2009 n'a jamais été reconstruit. C'est ça la réalité. Vous dites aux jeunes travailler pour gagner de l'argent, mais il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi à cause d'une politique économique qui a détruit véritablement un certain nombre de sites industriels. Donc la question, elle est bel et bien celle de l'emploi, celle du salaire, celle du pouvoir d'achat en urgence, et ça passe par une action sérieuse sur les prix de la vie quotidienne pour beaucoup de familles. Jean-Pierre Girand vous répond. Oui, je regrette que vous mettiez l'accent sur les difficultés particulières de la région PACA, ce qui veut dire sans doute que la politique qui est menée n'est pas positive au plan du Conseil régional, mais je crois qu'il faut, quand on commence un débat, il faut dire la vérité. On parle de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il faut les noter. Mais quand on regarde les comparaisons européennes, la France est le pays d'Europe où le pouvoir d'achat a le plus progressé depuis 3 ans. Il a chuté en Italie et en Espagne. Il a moins progressé au Royaume-Uni et en Allemagne. Je ne dis pas qu'il faut se féliciter d'une augmentation
proche de 1% par an en moyenne. Mais il faut dire les réalités. Et de la même façon, madame, quand on parle de chômage, bien sûr que le chômage augmente trop en France, mais mieux vaut être sans doute en France qu'en Espagne, en Italie ou ailleurs. Alors je crois qu'il faut bien sûr accentuer les efforts, mais il ne faut pas passer son temps à dénigrer mécaniquement ce qui a été fait, puisque par comparaison, les résultats n'ont pas été négatifs. Alors moi j'ai une question très concrète à vous poser, et à vous Monsieur Benamias et à vous Monsieur Gollnisch. On va prendre un exemple simple sur l'augmentation du carburant, l'augmentation de l'essence. On sait aujourd'hui toute l'importance que ça a d'avoir son permis de conduire et d'avoir son véhicule pour aller travailler. On sait très bien que le prix de l'essence ne cesse d'augmenter, qu'il est lié au prix du baril, que le baril est libellé en dollars, et qu'effectivement quand le dollar monte et que l'euro baisse, ça augmente les prix. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de diminuer le prix de l'essence quand on n'a pas la main sur ce type de considération? Comment fait-on? Eh bien déjà, monsieur, il faut déployer tous les efforts possibles pour éviter que la guerre n'éclate entre Israël et l'Iran. Parce que si c'est ça, c'est la fermeture. Non, mais excusez-moi. Mais on ne parle pas des problèmes internationaux qui sont très importants, qui peuvent conditionner la ruine de notre pays. Si le détroit d'Ormuz est fermé, le prix du baril de pétrole triple immédiatement, et là l'économie risque de s'arrêter complètement. Deuxièmement, je pense que et c'est dans le programme de Marine Le Pen, s'il y a une augmentation sensible du prix du pétrole, il faut baisser en proportion la taxe intérieure sur les produits pétroliers, que malheureusement sur la recommandation des écologistes, les socialistes, anciens écologistes, ancien vert, mais toujours écologiste. Voilà, des verts, enfin bon, et de supplétifs des socialistes et communistes dans les conseils régionaux, qui est systématiquement mise au taquet maximum, d'ailleurs dans tous les conseils régionaux. Jean-Luc Benamias, la TIPP qui a été évoquée par Bruno Gollnisch, on sait que le prix est fixé par la loi, c'est la loi qui fixe le montant de la TIPP et que ça correspond à 60% du prix de l'essence. Oui. On peut jouer là-dessus? Non, de mon point de vue et du point de vue de François Bayrou, on ne joue pas là-dessus. Non. Non, il faut que de l'argent rentre dans les caisses de l'État, puisqu'il faut rembourser d'énormes dettes publiques, notamment que nous avons accumulées depuis près de 30 ans. Pour le reste, nous avons, au dehors du fuel, par rapport au carburant réellement existant et potentiellement existant dans notre pays, il en existe un très simple qui s'appelle l'huile végétale. L'huile végétale, on prend les restes de végétaux qui n'ont pas été utilisés et on en fait de l'huile. Alors ça a de l'intérêt, et c'est tout à fait valable pour PACA, mais c'est valable pour l'ensemble des régions françaises, ça a un intérêt dans la proximité. On peut produire avec ça, je peux vous dire, à peu près 10 à 15% des besoins dont nous aurions pour nos concitoyens, et ce qui baisserait évidemment le prix. Vous savez que dans un moteur diesel, je le rappelle juste à nos concitoyens, aujourd'hui, on peut mettre plus de 50% d'huile végétale dans le moteur diesel. Ça déjà, vous voyez, et ça dépend de nous, ça dépend de la production en France par rapport à cela. Pour le reste, je crois qu'on a besoin, par rapport aux salariés, qui ont vraiment besoin, notamment dans le monde rural, d'utiliser la voiture parce qu'ils n'ont pas de transport collectif et c'est impossible à mettre en place, on a besoin d'aide et ça passe pour moi par des conventions collectives entre les salariés et les entreprises, voir comment on aide. Et pour le reste, au niveau des centralisations, je pense que les conseils régionaux, les conseils généraux peuvent voir comment ils aident les salariés à ne pas dépenser tout leur argent en allant à leur travail. Alors justement, quand on regarde les recommandations de l'OFCE, l'OFCE c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc un organisme plutôt sérieux, il recommande d'augmenter les salaires, augmentation du SMIC, 1 700 €, le Front de gauche propose, brut, ce qui est voilà, une idée proposée par le Front de gauche, augmentation du SMIC, du RSA, augmentation préconisée entre 5 et 10%. Est-ce qu'on a les moyens de cette ambition-là? En tout cas, on a les moyens de faire en sorte que, contrairement à ce que je viens d'entendre de façon incroyable, on règle un problème de pouvoir d'achat qui devient très aigu dans ce pays et qui peut bloquer toute la croissance économique. La proposition de François Hollande en matière de SMIC est simple. Non seulement, évidemment, il faut que le SMIC continue à évoluer avec l'inflation, parce que ça, c'est la base du pouvoir d'achat. On ne peut pas demander à quelqu'un de continuer de vivre si son salaire évolue pas avec les prix de tous les jours. Mais en plus, chaque fois qu'on a de la croissance économique, c'est-à-dire chaque fois qu'une entreprise arrive à faire encore plus de richesse,
les gens qui sont au bas de l'échelle, qui sont au SMIC, ils en toucheront forcément une petite partie. Déjà ça permet de recréer une forme de lien, c'est-à-dire que quand on bosse dans ce pays, on récupère une partie de ce qu'on a créé comme richesse. Enfin, c'est plus les 30 glorieuses, c'est une époque que vous connaissez bien, vous avez écrit un bouquin là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'augmenter le SMIC ou le RSA? Est-ce que c'est une des priorités de François Hollande? Et après, on fera un tour de table général. La priorité de François Hollande, les deux priorités de François Hollande, c'est le redressement économique pour la jeunesse de ce pays et le redressement de finances publiques. Après, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Et oui, les 30 glorieuses, c'est une leçon à garder en tête. Quand on fait le pari du futur et de l'avenir, tout le monde peut en bénéficier, y compris les gens au bas de l'échelle des salaires. Jean-Pierre Girand, l'INSEE dit que l'indice des prix à la consommation ont augmenté de 0,4% pour le dernier mois. Ça fait 2,5% globalement pour l'année. Le SMIC, lui, n'a augmenté que de 2,05%. Donc il y a une baisse de pouvoir d'achat de 0,4%. J'espère pas trop vous inonder et vous agacer avec les chiffres, mais enfin bon, voilà, le résultat est là. Comment est-ce qu'on... Pardon ? Ils sont assez simples, ceux. Oui, non mais tous les chiffres pour moi sont compliqués. Donc bon. Non, très bien, c'est un calcul mental très important, a dit François Bayrou. Absolument, absolument. Comment est-ce qu'on rétablit l'affaire là? Parce qu'il y a un manque à gagner qui est considérable, sur des bas salaires. Hein. Je ne vais pas sur des chiffres qui concernent une période récente, vous donnez raison. Je pense simplement aux chiffres de toutes les revues économiques, d'alternatives économiques qui n'est pas sensiblement à droite, qui disent que j'ai affirmé tout à l'heure que le pouvoir d'achat a plus progressé en France que dans les autres pays. Et même si Mme Berger trouve cela incroyable, eh bien il faut qu'elle les révise. Ce qui me trouble, c'est que François Hollande propose des solutions, ou plutôt ne propose rien, sinon de bonnes intentions, mais va-t-il supprimer les heures défiscalisées? Va-t-il supprimer le fait que quand le RSA est pour une personne qui retrouve une activité, il le conserve pour augmenter le pouvoir d'achat? Est-ce que toutes ces décisions, par exemple pour les fonctionnaires, la possibilité de donner aux fonctionnaires 50% du 1 sur 2 économisé quand ils partent à la retraite. Si toutes ces mesures sont supprimées, c'est l'ensemble des mesures ponctuelles sur le pouvoir d'achat qui le sont également. Alors je veux bien qu'on ait de grandes intentions, on va réduire les déficits publics, curieusement, en augmentant les dépenses publiques. Mais je crois qu'il faut quand même regarder ce qui est fait et assumer alors le fait qu'on va supprimer l'ensemble des décisions qui ont été prises et qui ont conduit à un résultat positif. Monsieur Gollnisch. Oui, ce que dit Monsieur Girand n'est pas tout à fait exact. Quand il dit que le pouvoir d'achat a augmenté en France plus que dans les autres pays, il a augmenté beaucoup moins que dans d'autres pays. Il s'est moins dégradé, c'est vrai, peut-être qu'en Espagne ou qu'au Portugal. C'est-à-dire que dans les pays de la zone euro, qui sont à la traîne de l'économie mondiale dans ce domaine. Et la moyenne du pouvoir d'achat n'est pas forcément un bon indicateur, parce que le nombre de pauvres, par exemple, de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, lequel est à 949 euros par mois, c'est pas pour une personne seule. C'est très difficile quand même de vivre avec ça. Mais ils ont augmenté depuis 2008 et ils sont aujourd'hui plus de 8 millions. Donc la situation à cet égard est dramatique. Je pense que nous sommes tous autour de la table ici pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que la politique qui a été conduite, Madame Berger, aussi par le Parti socialiste, est sur le plan international exactement la même que celle de l'UMP. C'est-à-dire que l'ensemble européen a vu ses frontières abaisser, ce qui fait que nous ne sommes plus simplement en compétition avec des pays de même niveau social, de même niveau de salaire, de même développement économique, mais nous sommes en compétition avec le monde entier. Et vous avez mis en compétition l'ouvrier français avec l'ouvrier chinois, qui est payé 20 fois moins, 30 fois moins, qui travaille 2 fois plus, qui n'a pas de congé, qui n'a pas de pension de retraite, qui n'a pas d'allocation familiale. Et ce pays, en plus étant un pays communiste, et il n'y a pas de liberté syndicale, il n'y a pas de droit de grève, c'est le paradis du capitalisme le plus cynique. Vous avez livré les ouvriers français, les ingénieurs français à la concurrence. Non, je crois pas, je pense que j'avais un petit retard. Oui, et je crois que c'est ça le problème fondamental du pouvoir d'achat. C'est pas de la cuisine intérieure. Jean-Luc Benamias rit. Oui, parce bon, que vous croisez régulièrement Strasbourg et Bruxelles tous les deux. Ce sera pas gênant. Vous avez parlé plus que moi, je sais. On s'en fout, je veux dire. Bruno Gollnisch qui est député européen, comme vous, je présume que vous n'avez pas le même avis sur, par exemple, le retour du franc, qui fait partie des solutions proposées, pas que par vous d'ailleurs. M. Dupont-Aignan propose la même chose. C'est pas tout à fait ça. Je vais revenir, si vous voulez bien, sur le sujet central qui est le pouvoir d'achat. Oui. Déjà,
dans cette présidentielle, annoncer qu'on va essayer de maintenir le pouvoir d'achat au niveau où il en est pour les gens qui ont un salaire et un revenu honorable, est déjà une promesse extrêmement importante. Nous sommes dans une situation de crise au pluriel extrêmement importante, de dette publique faramineuse. Ce qui est arrivé dans un certain nombre de pays, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, voulez-vous que j'en cite d'autres? On pourrait y arriver. Eh bien, peut aussi nous arriver en France. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces pays? Baisse du pouvoir d'achat, baisse des minimums vieillesse, baisse des revenus. Si déjà le prochain président de la République peut maintenir le pouvoir d'achat de ceux qui en ont un, ce sera déjà énorme. Nous avons à rattraper une dette publique faramineuse. Pour le reste, l'important dans la période est de faire que par rapport aux 8 millions de pauvres qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, par rapport aux 5 millions de chômeurs, on arrive à trouver un emploi et augmenter les minimums sociaux de ce genre. Ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Les restaurants du cœur font encore un appel à de l'aide directe dans les hypermarchés et les supermarchés pour qu'on puisse nourrir des centaines de milliers de Français après la période où les restaurants du cœur devraient fermer. Vous voyez dans cette situation on est. Nous sommes dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a fait M. Bayrou quand il était au gouvernement? Très rapidement, je voudrais qu'on passe à l'éducation très rapidement aussi. Je m'en fous de ça. Je dis simplement que par rapport à cela, quand on dit il faut redonner du pouvoir, des moyens aux petites et moyennes entreprises et aux artisans, faisons-le ensemble, faisons-le, mettons-le en place. C'est ça qui crée de l'emploi. Très rapidement, Karine Berger et M. Girand, mais très rapidement, après on va évoquer la thématique de revenir l'éducation. sur un point très simple, je ne sais pas s'il faut continuer à écouter quelqu'un qui appelle à ne pas respecter la Constitution en matière d'attribution de logement, rupture d'égalité devant les personnes sur ce territoire. Monsieur Gollnisch, relisez la Constitution puisque vous êtes député. Quel article? À peu près tous les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui font partie de la Constitution. C'est la déclaration mais je vais d'abord revenir sur ce que vous venez de dire sur les ouvriers. Je veux dire aux ouvriers de l'ensemble de ce pays et de cette région de ne pas vous écouter. Vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez d'eux. Vous allez leur expliquer la faute c'est les autres, la faute c'est en dehors des frontières. Mais c'est pas vrai. La faute c'est de la part de gens comme vous qui refusaient de donner des réponses concrètes à la situation. Ce sont les dirigeants comme vous qui ont livré l'économie française à l'étranger. Et c'est parfaitement scandaleux. Et je vous rappelle, madame, que la déclaration des droits de l'homme, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour être citoyen, il faut être français. Dans les principes dont vous vous réclamez, les principes dont vous vous réclamez, c'est la priorité pour les Français. Moi, je souhaiterais que, quand on parle de pouvoir d'achat, on ne se contente pas de regarder les mesures ponctuelles. Il y a les grandes tendances. La tendance de M. Gollnisch, c'est la sortie de l'euro. Et il faut voir les conséquences sur le pouvoir d'achat que cela pourrait avoir. Il faut quand même prendre l'essentiel. La tendance de M. Hollande, c'est l'augmentation des dépenses publiques. Et, ce creusement de la dette pèsera sur le pouvoir d'achat. Donc je suis davantage en phase avec ce que dit M. Benamias. Faisons un effort, prenons en cause le fait que la crise est grave. Ayons une politique très forte de réduction des déficits. Et faisons le maximum pour que les allocations les plus difficiles soient assurées. C'est ce que nous avons essayé de faire. Dans un contexte de crise économique qui paraît totalement absent. On parle comme si on n'avait pas dû affronter 3 crises majeures. Eh bien aujourd'hui, où il semble que l'on aille un peu vers la sortie du tunnel, c'est vrai qu'il faut appeler à la responsabilité et non pas à des mesures qui sont du rêve ou dangereuses, de mon point de vue. Si la Grèce était restée avec la drachme, je pense que sa situation serait moins pénible aujourd'hui que alors que nous avons injecté 130 milliards d'euros. Si la Grèce sortait, la drachme serait dévaluée de 80% et le pouvoir d'achat des Grecs retour en France, c'est 200-300 milliards d'euros de plus immédiatement qui se rajoutent à la dette. Pardon. Enfin, en tout cas, tous les analystes disent quoi? Si on rebascule aux francs, ce qui pose aucun problème institutionnel formel, c'est 200 à 300 milliards de plus qui se rajouteraient instantanément. Mais qu'est-ce que de la France? Mais j'aimerais bien qu'on passe. Non, mais excusez-moi, votre commentaire est tout à fait partisan. Ah non, il n'est pas partisan. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les analyses qui le disent. Écoutez, le passage à l'euro et ses conséquences catastrophiques a été anticipé par notre seul prix Nobel d'économie, qui n'est pas encore... Monsieur Allais. Qui était Monsieur Allais. Bon. Et Monsieur Allais, c'est souvent... Allez, il va rester très peu de temps pour l'éducation et on a plein d'universitaires autour de la table. Allez-y, je vous en prie. La France sortant de l'euro, mais la construction de l'Union européenne s'arrêterait immédiatement. Comment voulez-vous qu'un des grands pays constructeurs... Et la dette libellée en euros. Et la dette libellée en euros. Et le choc d'une monnaie molle avec une monnaie forte. On passe à l'éducation. Une question vous est posée par Laurent Tramoni, c'est le responsable du SNES pour l'Académie d'Aix-Marseille. Écoutez-le.
Je suis très content de pouvoir poser une question aux représentants des candidats aux élections présidentielles, car l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, nous semble-t-il, pour le pays. Nous traversons une crise économique très grave et je souhaiterais savoir ce que les candidats aux élections présidentielles pensent de l'éducation nationale comme étant un atout pour sortir de cette crise économique. Ne faut-il pas investir dans l'éducation pour améliorer la qualification de tous les salariés de France, innover, travailler à la recherche pour que notre pays ait des atouts dans la compétitivité internationale? Karine Berger. Évidemment, enfin, je veux dire, la situation. François Hollande a dit « Je vais mettre une priorité à mon mandat si je suis élu, c'est la jeunesse, l'éducation ». Le massacre de l'éducation nationale qui a été perpétré depuis ces 5 dernières années est scandaleux. Vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, le salaire des fonctionnaires. C'est vous, c'est votre gouvernement qui a gelé le point d'indice pour l'ensemble des professeurs et des instituteurs, des professeurs d'école dans ce pays. La leçon est bien apprise, mais je dirais elle est erronée. Il se trouve que j'étais à la direction du budget à ce moment-là, donc je la connais bien. C'est moi qui ai suivi le dossier. L'augmentation de 20% pour tous les jeunes enseignants. Personnellement. Karine Berger finir et puis après vous répondrez. Donc on est les seuls dans cette élection à dire notre objectif, c'est de reconstruire l'éducation nationale parce qu'il faut commencer par le commencement, il faut commencer par l'enseignement. 60 000 postes créés dans l'éducation nationale, c'est la fin des recrutements par Pôle emploi des CPE dans cette région. C'est la fin des fermetures de classes, c'est la fin des fermetures d'écoles. C'est un choix d'avenir du pays. Karine Berger, 60 000 emplois créés dans l'éducation nationale sur le quinquennat. En 5 ans, ça en fait 12 000 par an. J'ai fait juste, Jean-Louis Benamias? Non, pas très bien. Merci, je vous remercie. J'ai 2 questions à vous poser. Comment on trouve 60 000 personnes qui souhaitent travailler dans l'éducation nationale lorsqu'on sait que ce métier est très dévalorisé et qu'aujourd'hui, on manque de volontaires? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, comment on les finance, ces postes-là? Deuxième question, comment on les finance? Il faut savoir qu'actuellement, dans notre pays, 50 000 à 60 000 personnes de la fonction publique partent chaque année en retraite. Il s'agit tout simplement, sur ces 60 000 postes, d'en utiliser entre guillemets 12 000 pour recruter de nouveaux professeurs ou autres, d'ailleurs, infirmiers, RASED, etc., et les remplacer. Donc c'est à coût identique. Deuxième chose, comment on les motive? C'est très simple. Le jour où on dit, on arrête de dire, comme l'a fait M. Sarkozy pendant des années, que la culture, ça ne sert à rien, que l'éducation de base, de lecture, d'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas utile dans la vie, petit à petit, le corps enseignant retrouve une forme de dignité et revient passer un certain nombre de concours. François Hollande a fait un appel très clair. Il a dit tous les jeunes qui veulent passer le CAPES, la GREG, allez-y, parce que nous, on va recruter si on est élu. Monsieur Girand, 14 000 postes supprimés en 2012. Vous êtes universitaire, donc c'est un monde que vous connaissez bien. 14 000 postes supprimés en 2012, 16 000 en 2011, 504 dans l'académie d'Aix-Marseille. On va continuer comme ça pendant longtemps? On peut le regretter ponctuellement, mais je voudrais rappeler quand même des chiffres très simples. Je voudrais noter l'agressivité de cette jeune femme sympathique, mais qui, je crois, n'écoute pas les arguments et récite son bréviaire. De 90 à 2007, en France, il y a eu 35 000 professeurs en plus, 563 000 élèves en moins. Ce n'est donc pas un problème que de moyens, c'est un problème de méthode. On ne peut pas simplement résoudre le problème de l'éducation nationale en embauchant des professeurs qui n'existent pas. Parce que si vous voulez demain recruter au CAPES et recruter à la GREG, alors qu'on est en train de baisser systématiquement le niveau de la note pour avoir les effectifs souhaités, je crois que vous allez dévaloriser l'enseignement. En réalité, que faut-il faire? Il y a 2 principes. Il faut essayer de sortir de l'uniformité. On ne peut pas mettre dans les classes. Les élèves sont différents aujourd'hui. Le monde a changé. L'école ne change pas. Il faut la faire évoluer. Et il faut transformer une éducation de masse en éducation plus personnalisée. Et la deuxième obligation, me semble-t-il, c'est de réhabiliter des valeurs communes fortes que l'évolution de la société a un peu dissipées. Je pense à la laïcité, au respect et à l'autorité. Voilà ce qu'il faut faire. C'est du qualitatif et pas purement du quantitatif. Jean-Luc Benamias, l'éducation, enfin le poste budgétaire pour l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État, 61 milliards d'euros. Vous proposez de l'augmenter encore plus. C'est dans le programme, augmentation du budget de l'éducation nationale. On propose de maintenir les moyens d'éducation nationale et de faire que toute la déstabilisation générale qui existe dans le monde de l'éducation, c'est une
profession aujourd'hui qui est totalement déstabilisée, de bas en haut, même de la maternelle à l'université. Et c'est pas depuis 5 ans, c'est depuis 10 ans ou 12 ans. Donc revalorisation. On peut pas augmenter les moyens, on peut les maintenir. Plus de fermeture de classe. Je vous ai entendu. Vous avez raison sur le chiffre global. Le problème, c'est que le chiffre global veut rien dire si on divise. Je me suis occupé dernièrement dans les Bouches-du-Rhône de voir par rapport aux fermetures de classes qui auraient dû avoir lieu. J'espère qu'elles n'auront pas lieu. Alors on nous dit c'est global. Oui, mais comment on fait? Ici, il y a 35 gamins par classe. Là, il y en a 22. Si on fait une moyenne, ça va très bien. Mais sauf que les enseignants vivent bien avec ces 22 ou 25. Vous avez raison d'appuyer sur une chose. Maintien des RASED, maintien des infirmières, maintien des psychologues. Le fait qu'il existe de la présence adulte et surtout dans un endroit essentiel, les collèges, l'endroit le plus dramatique où les professeurs, où les membres de l'éducation nationale sont les plus déstabilisés, qui ne savent plus comment faire, ce sont les collèges. On a besoin de revenir là-dessus, de maintenir les moyens, de les aider. Et dans le cadre où nous aurons remboursé en 2 ou 3 ans ou 4 ans les dettes publiques, nous pourrons commencer à revaloriser de manière salariale ces postes d'enseignants. Car effectivement, aujourd'hui, le salaire des enseignants et des gens qui travaillent dans l'éducation est beaucoup trop faible par rapport au métier et par rapport à ce que Nicolas Sarkozy propose de les augmenter en augmentant le nombre d'heures, plus 25%, ce qui est une somme non négligeable. Plus présent dans l'école. Bruno Gollnisch, il faut remplacer tous les départs à la retraite. Vous êtes finalement plutôt d'accord avec ce qui a été dit, quoi, en termes de... Nous sommes des gens modérés, responsables. Nous sommes contre la politique socialiste de création de dizaines de milliers d'emplois, et nous sommes contre aussi le fait de supprimer un départ à la retraite sur 2. Un poste sur 2. Nous sommes pour le maintien. Nous sommes pour le maintien de l'effectif actuel. Récemment, mais je voudrais dire quand même que absolument. J'entends M. Benamias qui parle comme Saint-Jean-Bouche-d'Or et qui dit des choses d'ailleurs qui ne sont pas toutes inexactes, mais on a l'impression, oui, mais vous voyez, je vous rends cet hommage, mais on a l'impression que le candidat qu'il soutient, M. Bayrou, n'a jamais été, durant de longues années, ministre de l'Éducation nationale. Il a la situation ne s'est pas tellement améliorée. J'ai très bon souvenir avant de laisser la parole à Xavier Colombier et nos internautes, je vous rappelle que La Voix est libre développe avec nos invités 2 thèmes qui sont le pouvoir d'achat et l'éducation. Juste une dernière question sur ce thème-là, Karine Berger. Est-ce que la création des 60 000 postes est compatible avec la volonté affichée de François Hollande de réduire le déficit public à 3% de PIB en 2014, me semble-t-il. 2013, 3% en 2013, équilibre en 2017. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la part des dépenses publiques... Est-ce que c'est compatible ? C'est compatible. La part des dépenses publiques baissera pour la première fois, si François Hollande est élu, pour la première fois de l'histoire de la France depuis 1973 sur la mandature. 60 000 postes créés. 60 000 postes créés parce que dans le même temps, parce que le nombre de fonctionnaires ne bouge pas sur l'ensemble des 5 ans, tout simplement. Il y a gel du nombre de fonctionnaires total. On remplace et on met la priorité sur l'éducation, toujours l'éducation. Demandez alors à Mme Berger quel type de fonctionnaires vont voir leur effectif diminuer, puisque le nombre total ne bouge pas. Elle va vous répondre. Globalement, on a des départs à la retraite dans toutes les administrations. Dans toutes les administrations, on départ à la retraite. Voilà, et il y a certains. Donc vous avez choisi de faire un truc bête et méchant, c'est-à-dire 1 sur 2 par remplacé. C'est dommage qu'une jeune femme charmante ait toujours un vocabulaire inadapté. Un peu vif, mais inadapté. Les approches strictement comptables en matière de politique me paraissent toujours. Oui, pour un économiste que je suis, tout à fait. Beaucoup trop simpliste. Et pour l'économiste que je suis aussi, beaucoup trop court-termiste. On va faire quelque chose de plus précis, c'est-à-dire qu'on va revérifier dans chaque administration où sont les besoins, et là où les besoins sont moins importants, on choisira de basculer sur l'éducation, les moyens disponibles. Et donc on ne sait toujours pas où on va diminuer le nombre de fonctionnaires, puisqu'il faudrait le dire. Est-ce que ce sont les infirmiers? Est-ce que ce sont... Et c'est ça le socialisme. Oui, on rêve. C'était d'ailleurs la ligne de tension entre Martine Aubry et François Hollande. On se souvient d'un débat où effectivement il y avait un petit point de désaccord sur cette question-là. Xavier Colombier, les internautes ont la parole. Oui, ils ont la parole sur http://france3.fr. Première question, Guy Tessier, président de la commission de la défense nationale et maire de secteur à Marseille, demande aux futurs mariés de signer une charte de bonne conduite afin d'interdire les drapeaux et les signes religieux lors de la cérémonie en mairie. Pensez-vous adopter sa proposition de loi à l'Assemblée si vous êtes élu en juin? Monsieur Gollnisch. Oh, écoutez, il n'y a pas besoin de proposition de loi. C'est comme le voile intégral. On a fait tout un foin sur cette loi. Il suffit que le maire
puisque M. Tessier est maire, applique un règlement très simple. Il a le pouvoir de police à l'intérieur de... Donc le législateur, c'est pas la peine que le législateur s'empare... Pas du tout, et pas du tout. Je pense qu'il faut que les gens exercent leurs responsabilités. L'un de vos anciens affiliés à Orange. Oui, par exemple, oui, c'est ça, parce qu'il exerçait ses responsabilités, bien sûr. De la même façon, d'ailleurs, le voile intégral, il n'était pas besoin de faire une loi là-dessus. Il y avait un décret qui stipulait qu'en France, sur la voie publique, on doit être à visage découvert, avec une tolérance le jour du carnaval pour des raisons de sécurité publique. Sur cette question. J'aime bien M. Guy Tessier parce que je trouve qu'il s'occupe très bien du parc national des Calanques. Mais là, je suis en total désaccord avec lui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et globalement, quand on est maire ou maire adjoint et qu'on officie pour des mariages... Candidat aux élections législatives, M. Tessier, il y a peut-être aussi... Non, je crois que ça n'a rien à voir. Non, mais c'est ce qu'il pense lui. Voilà. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'on doit respecter, évidemment, l'aspect républicain du mariage, mais aussi l'aspect festif. Moi, ça ne me dérange en rien qu'il y ait des gens qui arrivent, si c'est tout ça dans le respect de la mairie et de l'instance, qui arrivent déguisés. J'ai fait des mariages, de tout cela où les gens étaient heureux, contents, ils respectaient les règles de bienséance, ça me suffisait. Xavier. Autre question à peu près sur le même thème. Les processions religieuses à Marseille comme à Lourdes sont-elles une atteinte à la loi de 1905 sur la laïcité, avec la circulation et le stationnement interdits et des chants et des objets religieux déployés dans la rue? Karine Berger, quel est votre sentiment là-dessus? Franchement... Marseille et ailleurs, on pourrait retranscrire les processions religieuses, il y en a partout en France. Je pense que le principe de laïcité a été plus que explicité par le Conseil constitutionnel depuis de longues années. Dans un cadre public, il faut être très strict sur la non-démonstration religieuse. Dans un cadre beaucoup plus ouvert et qui n'est pas une administration publique, à partir du moment où les choses sont organisées, je ne vois vraiment pas en quoi ça pose un problème de rupture avec la loi. Disons-le, chez beaucoup de politiciens, quand on parle respect de la laïcité, tout de suite on pense aux musulmans. C'est bien le problème, c'est que moi, quand on me parle de respect de laïcité, je pense à la religion chrétienne, à la religion juive, à la religion musulmane, à la religion enfin à toutes les religions. Donc, par exemple, est-ce que vous faites interdire les crucifix dans les écoles en Alsace-Moselle? C'est sous accord particulier. Relançons le vieux débat. Voilà. C'est sous accord particulier l'Alsace-Moselle. Tout ça est jugé depuis 100 ans par le Conseil. Monsieur Girand. Non, je crois que toutes les religions doivent respecter la République, mais c'est vrai que les difficultés que l'on a pu connaître récemment avec les prières de rue, notamment à Paris, justifiaient une intervention pour que la rue soit rendue à sa liberté. Respect de toutes les religions dont l'intimité et le privé, mais respect de la République. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une obligation de le faire respecter. Quant au drapeau, moi je suis pour le drapeau, mais le seul drapeau tricolore dans la mairie. Mais pourquoi? Bien entendu. Parce que c'est notre République. Pourquoi ça vous gêne? Bien sûr. Quand il y a des résultats et des victoires au niveau de sport professionnel, de sport de haut niveau, dans les rues de Marseille, dans les rues de Paris, dans toutes les rues de France. Mais pas dans la mairie. À l'extérieur de la mairie. Arrêtez. Pas dans une mairie de la République. Mais la mairie, c'est la maison commune vous voulez créer de la des conflits République. là où il n'y en a pas. Pas du tout. Monsieur Girand, allez-y. Oui. Non, mais simplement, je crois qu'à l'extérieur, on peut fêter comme on le souhaite, si on ne porte pas atteinte dans l'ordre public, mais à l'intérieur d'une mairie, je crois que tout le monde doit rester les règles de la République, respectées. Autre question, Xavier. Une question très régionale et polémique encore. Comptez-vous interdire les courses de taureaux où l'on fait souffrir l'animal par plaisir? Comptez-vous interdire la chasse où on lâche chaque année des millions d'animaux pour avoir le plaisir de les tuer et certains d'entre eux blessés meurent dans des souffrances pires que celles engendrées par l'abattage halal? C'est pas franchement une question idéologique, mais bon, on va faire. Les internautes ont la parole, donc on va faire un tour de table là-dessus. Allez, Karine Berger, on commence par vous. Alors la réponse est non, on n'a pas l'intention d'interdire tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi de vie en commun, d'équilibre culturel. Il y a des choses qui doivent être discutées régulièrement. Notre société évolue, nos réflexes et nos idées sur certaines questions évoluent, mais je pense que la relation à la culture d'un certain nombre de pratiques ne doit pas non plus être abandonnée par pur, j'ai envie de dire, besoin de suivre une certaine ligne. Monsieur Girand. Bon, mais il ne faut surtout pas supprimer la chasse, mais il faut que les chasseurs respectent le droit. Et les bons chasseurs sont de bons défenseurs de l'environnement, à titre d'exemple. Les mauvais chasseurs sont des prédateurs qu'il faut interdire. Bon allez, on va passer à une autre question. Allez, une autre question, Xavier.
François Bayrou demande un gouvernement d'union nationale comme en 1945 avec De Gaulle. Êtes-vous prêt à répondre à son appel à l'union sacrée pour faire face? François Bayrou qui avait l'air de dire qu'il était plus proche de Dominique de Villepin que de... Oh ben, je l'ai lu dans la presse, ne me regardez pas comme ça, hein, Jean-Luc Benamias. À chaque fois que je vous pose une question, vous me regardez avec des yeux écarquillés. Moi, je ne fais que relater ce que je lis dans la presse. Voilà. Non, plus proche de Nicolas Sarkozy parce que bien évidemment, le petit jeu, c'est de savoir pour qui il va voter, en tout cas pour qui il va se prononcer au deuxième tour, s'il n'est pas au deuxième tour, ce qui est une éventualité qui peut se produire. Voilà. Allez, réponse à la question. Très bien, oui. Une majorité nouvelle dans ce pays me paraît indispensable et nous paraît indispensable. On va la chercher où? Avec l'ensemble des démocrates. Alors je vais citer des noms comme ça, on va appréhender. Moi je peux le faire, François Bayrou peut moins le faire, parce que c'est plus risqué pour lui, parce qu'il vise la présidence. Moi, dans un même gouvernement, voir M. Bruno Le Maire et M. Pierre Moscovici, ça me va très bien, avec d'autres gens, dans Libération. Société civile. Je l'ai dit dans d'autres médias aussi, clairement, parce que je pense que au niveau, par exemple, de la politique menée, au niveau de l'agriculture, au niveau européen par M. Bruno Le Maire, on peut faire aussi bien, certes, on peut critiquer aussi ou là, mais je pense qu'il fait bien son boulot. Je pense qu'un Pierre Moscovici ferait très bien son boulot aux affaires étrangères, aux affaires européennes. Je pense que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, la France a besoin d'un gouvernement d'union des démocrates et des progressistes. C'est quoi les démocrates? Les démocrates, c'est pas vous. C'est extraordinaire. Alors, Monsieur Girand a un peu de retard. Monsieur Girand a un peu de retard sur les trois autres invités, donc on va lui laisser la parole. Je n'ai pas parlé sur tous ces sujets. Non, mais je vous en prie. Dans tous les cas, quel que soit le candidat qui sera élu. Oui, parce qu'on peut poser la question, on peut retranscrire la question sur Nicolas Sarkozy. Associé à l'effort. On ne peut pas, dans une période de crise, dire la moitié des Français ne doit pas être associés à l'effort. Il faut donc, je ne sais pas s'il faut appeler ça un gouvernement d'union nationale, mais que toutes les bonnes volontés qui adhéreront au projet du candidat qui aura été élu puisse être accepté. Moi, je ne suis pas pour cette exclusion. Nicolas Sarkozy avait tenté une ouverture en 2007, peut-être qu'elle avait été parfois un peu maladroite. Il aurait dû avoir un comité de sélection plus aguerri, mais il n'empêche que c'était une indication. Je crois... Vous avez, je crois. Mitterrand avait fait la même chose. Hein. Oui. Non, mais écoutez, pourquoi? Moi, le terme d'union nationale ne me choque pas. Simplement autour d'un projet et d'idées claires. Oui, il ne s'agit pas de recruter au mercato je ne sais quel transfert. Il faut demander s'il y a une adhésion majoritaire au projet d'un candidat. Si je peux me permettre, parce que je me suis exprimé sur aucun des trois. Mais oui, mais vous aviez 1 minute 30 d'avance. Pas très rapidement. Mais j'ai dû la perdre depuis le temps. Pas tout à fait. Mais je vous en prie, très rapidement. Oui, sinon vous allez prendre beaucoup d'avance et vous ne pourrez pas vous exprimer jusqu'à la fin de l'émission. Laissez-moi parler, s'il vous en prie. Laissez-moi m'exprimer sur les sujets sur lesquels vous nous interrogez. Bon. Monsieur Benamias vient de nous dire, au nom de Monsieur Bayrou, qu'il considère finalement, et c'est tout à fait normal, que la politique de l'UMP, la politique socialiste sont parfaitement interchangeables et complémentaires. Il veut une union des démocrates, et c'est une manifestation de sectarisme qui vient, je pense, de sa formation d'extrême gauche. Il s'arroge le droit. Attendez. Non, mais il reste 1 minute 30 d'émission. Je veux que Karine Berger... Il s'arroge le droit de dire qui est démocrate et qui ne l'est pas. Voilà, moi, je considère qu'un gouvernement d'union nationale, ça n'est valable qu'autour de l'intérêt national. Il reste 1 minute 20 d'émission. Karine Berger, vous avez le mot de la fin. Je pense qu'à l'occasion de ces élections présidentielles et législatives, il y a des projets très différents qui sont mis devant les Français et qui doivent choisir. Il faut faire aucun sectarisme. Il faut en revanche se rappeler que les choix ne sont pas les mêmes. Monsieur le maire et Monsieur Moscovici, en tout cas de ce que je sais, de ce que pense Monsieur le maire, sachant que je connais très bien la pensée de Monsieur Moscovici, ne sont d'accord ni sur l'éducation, ni sur la fonction publique, ni sur l'industrie, ni sur les salaires, ni sur à peu près aucun sujet. Donc, c'est peut-être ça. Ah bah écoutez, si Monsieur le maire, non, mais si Monsieur le maire veut embaucher des professeurs, si Monsieur le maire veut augmenter le SMIC, si Monsieur le maire veut recréer de l'industrie, notamment dans les filières automobiles, moi je suis prête on est évidemment prêt à l'accueillir, mais je crois qu'il pense exactement l'inverse sur tous ces sujets-là. Vous ne voulez gouverner qu'avec les socialistes. Mais pas du tout. La question c'est qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez faire tous ensemble. Et les Verts.